Bienvenue dans Tout sur ta mère, le podcast où je pars à la rencontre des mères de mes amis pour raconter leurs histoires. Je m'appelle Valérie et avec mon amie Clarisse, nous explorons la maternité à travers des récits intimes et sincères. Chaque épisode vous fait découvrir la vie d'une mère, son parcours et sa relation avec sa fille. Mi hija. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Es el regalo más grande que me ha dado la vida. Il y a plein de choses qui surgissent en moi grâce à elle. Je me suis toujours dit qu'elle était la priorité. Très vite, ils nous dépassent, en fin de compte, les enfants nous dépassent. Nous nous sommes retrouvés chez Frédéric dans son appartement du nord-ouest parisien. Il est rempli de souvenirs ramenés des quatre coins du monde, témoignant de leur ancienne vie d'expatriés. Mais avant de vous laisser avec Fred, je voulais vous parler un peu plus de Sophie. Sophie, c'est l'élégance, la détermination et l'une des personnes les plus drôles que je connaisse. Son adaptabilité lui aurait permis de faire carrière partout, mais aujourd'hui, ça ne surprend personne qu'elle ait choisi de travailler pour une grande maison de luxe à Paris. Et quand elle n'est pas derrière son bureau, vous la trouverez probablement en train de boire un verre avec des copines, ou alors de faire la fermeture du bar en dansant sur les tables. Bref, Sophie, c'est une jeune femme très ambitieuse, une grande fêtarde, et elle est surtout profondément attachée à sa famille. Car elle incarne les valeurs que sa mère lui a transmises, la force, l'indépendance et l'honnêteté. Fred, quant à elle, a consacré une grande partie de sa vie à éduquer et accompagner ses enfants à travers le monde, que ce soit en Italie, en Chine ou au Mexique. Cette expérience a durablement renforcé sa relation avec sa fille. Et je ne vous en dis pas plus, vous allez vite le découvrir, mais pour nous, Fred et Sophie, c'est définitivement notre duo chic et choc. Ah oui, quand même. Donc, je m'appelle Frédéric. Je suis née en avril 1964 à Marseille. Et j'ai passé une partie de ma vie à Marseille, jusqu'à 6-7 ans, et ensuite sur la Côte d'Azur à Antibes. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta famille au moment où tu nais ? Donc on est 4, moi je suis l'aîné. Et quand je nais, mes parents sont tous les deux à Marseille. Maman venait d'arrêter de travailler, elle était interne en pharmacie. Et papa était chirurgien et avait terminé l'internat. Maman dirait qu'elle est d'une super ancienne famille marseillaise, une grande famille marseillaise. Maman a toujours été dure. J'ai pas souvenir qu'elle ait joué avec nous, alors qu'elle avait plein de temps pour elle. Il fallait qu'on travaille bien, qu'on soit poli, qu'on ait des bonnes notes. Voilà. Quand mes parents recevaient, on était tous les 4 parents d'oignons dans l'escalier et on s'inclinait, on faisait la révérence, on passait les trucs, tu vois, les enfants modèles. On était des enfants modèles. C'était compliqué. Donc, si on voulait pas d'histoire, on faisait tout bien comme elle disait. Donc, vraiment tout bien comme elle disait. Et moi, surtout, en étant l'aîné. Donc, je surveillais les autres. Oh, c'était terrible. C'est terrible, la position d'être l'aîné. Mon adolescence, mais moi, j'avais pas de disque. Je sortais pas, j'allais pas à des concerts, j'avais pas de jean. Enfin, je veux dire, tout était l'enfer. Mais tout était interdit. Moi, pour fêter mon bac, je n'ai pas eu le droit de sortir fêter mon bac. Je n'avais pas le droit d'aller à la plage. J'étais à 10 minutes à pied de la plage. Je n'avais pas le droit d'aller à la plage. Ma dernière sœur, elle était en seconde, elle sortait tant qu'elle voulait. D'accord ? Donc, pour dire que, ouais, ça a été vachement dur. Ça s'est trouvé que je suis partie. Voilà. J'ai l'impression que j'ai commencé vraiment à vivre quand j'étais seule tranquille à HEC. J'avais pas mes frères et sœurs, j'avais pas ma mère sur le dos et ainsi de suite. Puis c'était un autre monde, on faisait plein de choses. Puis j'avais ma voiture, j'étais libre. Puis à l'époque de jouer en Josas pour aller dans Paris, on mettait 3 fois rien comme temps. Donc ouais, c'était le meilleur moment. Le meilleur moment. Du coup, je rencontre mon mari à HEC, parce qu'il était une promo en dessous. Je sais pas après. Parce que ses centres d'intérêt, c'est pas du tout les miens. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Et même surtout pas les mêmes goûts. Donc lui, sa passion c'est la voile, moi pas du tout. Moi j'aime bien être sur l'eau, mais à ramer ou à faire autre chose, alors que lui c'est bateau à voile. Voilà, après on s'en sort quand même. Hein. Il y a comme des évidences, tu te poses même pas la question. Tu le sais. Et puis tu te poses pas de questions.
Parce que si on se posait des questions chaque fois, on ne ferait pas grand-chose. Mon premier et seul unique travail en France, c'était à la Banque de la Cité, qui est avenue Matignon. Et c'était une banque qui était spécialisée sur 2 types de clientèle, les galeries d'art et la production de films. C'était top. Si j'avais 20 ans maintenant, ça c'est sûr que je serais différente d'avant. Tu vois, d'avoir trop écouté les parents, mais à jamais vouloir leur faire de la peine. C'est un truc, c'est monstrueux. Et ça a duré longtemps. Hein. Alors que, si tu veux, là, moi, mes enfants ou vous, je pense, vous êtes sûr de ce que vous voulez, ou même si vous n'êtes pas sûr, vous dites c'est ma vie, je le fais, c'est comme ça. Moi, j'étais incapable de le faire, incapable de le dire. La seule décision que j'ai prise, c'était de suivre Christophe en Italie. Oh, tu vois, d'une révolution. J'ai toujours tout écouté et suivi à la lettre. C'est plus que de l'obéissance, là. Donc, je pense que j'ai réussi à pas faire la même chose avec mes enfants, parce que c'était quand même un peu ma trop, là. Donc, je crois que de ce côté-là, j'ai réussi. Parce que l'emprise était très, très forte. Quand après, j'ai commencé à travailler à Paris, et Christophe, lui, il est 1 an plus jeune, et qu'il est parti en coopérant en Italie, moi, j'ai dit, je viens avec toi. Et alors, il me dit, mais vous n'êtes pas mariés, tu vas le suivre en Italie. Mais enfin, ça ne se fait pas. Je dis, et alors? Et elle m'a pas parlé pendant des mois. Donc je l'ai suivi en Italie. Et après, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance qui s'appelait L'Abeille, qui est une compagnie française qui était cotée à la Bourse de Milan. Et j'étais à l'audit interne dans cette boîte. Et du coup, le mariage, est-ce que Christophe te fait une demande en mariage? Et si oui, comment est-ce que ça se passe? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Alors nous, enterrement de vie de garçon, de fille, machin, laisse tomber, en plus ça m'aurait énervé. Moi, si j'avais pu me marier au consulat de France à Milan, si tu veux, tranquille, je l'aurais fait, mais c'était pas possible. Donc ça s'est fait chez moi, dans le sud, au mois de mai, c'est très chaud. Entre Cannes, le tournoi de tennis de Monaco et le Grand Prix de Monaco. Voilà, puis moi je suis arrivé la veille, je me suis occupé de rien, c'est ma mère et ma belle-mère qui ont tout fait. Moi j'ai juste fait la préparation au mariage avec un super curé, le seul curé que mon père aimait, qui aidait beaucoup tous les gens défavorisés, tout le milieu des drogués qu'il y avait. Donc c'était un curé top, il nous a presque tous mariés. Puis voilà, hein, moi le reste, après ça on est parti en voyage de noces 1 semaine en Sicile, au pas de course. On a fait tout le tour de la Sicile en 1 semaine. Puis après, on est retourné à Milan. Voilà. Mais moi, si j'avais pu ne pas faire tout ce bazar, je l'aurais fait. Et en fait, j'ai été très très stupide parce que en Italie, tu gardes ton nom de jeune fille. J'arrive en France, et alors là, moi je pensais que c'était obligatoire de prendre le nom de son mari. À l'époque, on nous disait pas. Il faut garder ce qu'on est, c'est-à-dire son nom de jeune fille, point barre. Là, je milite pour, mais à 100%. Hein. Franchement, parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus logique. Mais moi, on m'a fait croire pendant des années, parce que c'était les habitudes. Moi, j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants. Après, il y a quand même un moment, tu dis, c'est quand même un peu l'aboutissement quand on est sur Terre, de faire une famille. Voilà. Donc Julien est né en 93 et Sophie est née en 96. Sophie, je savais pas que c'était une fille. Enfin, officiellement, je savais pas. Officieusement, je le savais. Bon, j'avais pas dit à maman, mais j'avais dit à mon père. Et bon, le problème, c'est que Sophie, elle est née très, 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 très grosse. Et elle était complètement de travers. Et l'accouchement a été très pénible. Moi, j'étais coincée à l'hôpital, sans pouvoir bouger. Et puis, j'étais pas bien. Et c'est Christophe qui l'a déclaré. Moi, je voulais Gaïa, Clélia, ou au moins quelque chose d'italien, Sofia. Enfin, on était en Italie, parlait italien, rêvait italien. Enfin, pour moi, on est resté en Italie. Et l'autre, il dit Sophie. Les bras m'en sont tombés. Je viens d'évoluer, hein. Il avait fait la même chose pour Julien, qui ne devait pas s'appeler Julien. Déjà, ça commence. Par contre, Guillaume, c'est moi qui ai choisi. Mais Sophie, elle ne devait pas s'appeler Sophie.
Voilà. Donc, je suis restée hospitalisée très longtemps. Et il y avait déjà Julien et Christophe partaient en Chine. Et c'était en février, il faisait froid, il faisait moche. Donc, ma mère est venue s'occuper de Julien et me récupérer quand moi je suis sortie de l'hôpital. Et c'était compliqué. Parce que j'ai pas pu marcher et m'asseoir et... Sophie, c'était compliqué. Et c'était d'autant plus compliqué que moi, Christophe changeait de job, il bougeait sur la zone Asie. Il fallait qu'on quitte l'Italie, qu'on soit basé en France, et que moi je voulais pas quitter l'Italie. Et que j'étais obligée de le faire. Et donc je suis rentrée de mauvaise humeur. Et en fait, Sophie, elle a eu toute son enfance, elle a été très pénible, elle faisait des crises, elle pleurait. D'abord, je pense parce que moi, je voulais pas être seule à Paris avec mon mari qui était en Asie tout le temps. Il voyageait 3 semaines, il était là 1 semaine. Donc, puis j'étais plantée dans un appart avec un gamin de 2 ans et demi et un bébé. Ouais, j'étais hyper malheureuse. Et je pense que Sophie l'a ressenti tout le temps. Tout le temps. Et ça a été très très compliqué jusqu'à ce qu'elle ait 8-9 ans, même quand on était en Chine. Pas. C'était tout contre moi. Ça a été la guerre quand elle était petite. La guerre. Et même quand elle était bébé. Donc, je l'ai emmenée voir une psy quand elle était petite. Donc elle parlait pas ou je sais pas quoi, elle faisait des dessins. Mais alors écoutez, une pédopsychiatre, c'est très simple. Votre fille va très très bien. Très intelligente, tout, il y a aucun problème. Elle veut vous emmerder. Elle vous a sous la main, vous êtes à fleur de peau parce que vous voulez pas de cette vie-là. Voilà. C'est qu'après, quand on est parti en Chine, le bonheur, parce qu'on était tous ensemble, hein. Moi, on m'aurait envoyé au fin fond du trou du cul du monde, je partais, hein. Et je me suis dit, est-ce que d'être dans un univers où tu parles pas la langue, d'une autre civilisation et d'autres habitudes, c'était quand même encore un peu communiste, hein, on va dire. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Ben ouais, hein. Ouais. Mais oui, ça n'a pas été simple. Mais c'est une belle victoire. Je dis pas que la vie était facile, mais c'était différent. On rentrait en France 1 fois par an. J'avais bien réfléchi, j'avais fait une liste de tas de choses que je voulais dire à la dame qui travaillait à la maison et qui parlait pas d'anglais, hein, bien évidemment. Déjà, j'avais pris quelqu'un qui parlait mandarin et qui parlait pas que shanghaïen. Et il fallait qu'elle sache lire, ce qui n'était pas gagné non plus. Donc, il y a une Française que je connaissais, on m'a aidé à faire passer les entretiens. Et à partir de là, j'ai fait une liste, c'était recto verso, j'avais écrit serré. Et dire, je sais pas, aller entendre les enfants au bus, c'est le moment de donner le bain, aller réveiller de la sieste, faites la soupe, tu vois, mais tout ce qui me passait par la tête. J'ai tout écrit. La secrétaire de Chris a tout traduit en chinois. Et donc, en fait, au début, avant de prendre mes cours, je lui montrais ce que je voulais lui dire là. Ça m'a fait. Julien a 5, il rentre en grande section de maternelle. Sophie a 2,5 et Guillaume vient de naître. Sophie fait ses crises. Sophie, elle avait un doudou qu'on a gardé. Un espèce de lapin que j'ai rapiécé, de chez rapiécé, de chez rapiécé. C'est le pouce. Elle avait plein de bouclettes. Elle avait plein de copines. Elle était un peu chef de bande. Alors elle a fait tous les sports de la création, elle a appris le chinois, c'était elle qui se débrouillait le mieux. Puis elle aimait écrire les caractères même quand elle était petite. On a bougé au Nouvel An chinois de 2007. Ouais, parce que Christophe prenait ses fonctions au Mexique. Merde. Et donc on est arrivé en cours d'année scolaire à Mexico. Bon, c'était compliqué parce que je parlais pas espagnol, donc il a fallu que je recommence tout. Les enfants en Chine, quand on est parti, Julien il faisait plein de trucs seul, en prenant le taxi et tout. Alors que quand on est arrivé au Mexique, quand tu parles pas la langue, c'est quand même un peu plus dangereux que la Chine où c'est hyper safe. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je n'ai jamais existé. Il n'y a même pas eu de compensation de mon salaire. Parce que maintenant, on compense le salaire de la femme si elle peut plus travailler. Donc ouais, c'était pas le bon temps là pour ça. Après, l'époque veut peut-être ça, mais bon, après c'est un choix. Hein, mais je vais te dire, au bout de 10 ans, tu n'arrêtes pas de suivre ton mari parce que c'est quand même ce qu'on a fait depuis le début.
Donc c'est un peu compliqué de se retrouver avec 3 enfants et pas de boulot. C'est quand même une vie agréable parce qu'on faisait des choses intéressantes, que j'ai découvert des tas de trucs. J'ai pu faire beaucoup de choses, mais j'ai pas pu faire une carrière comme j'aurais aimé. Ouais, après j'ai quand même une belle vie, hein. J'ai pu faire tous les trucs de bienfaisance, de bénévolat ou pas que je voulais. J'ai vu plein de choses. Après moi j'ai retrouvé des amis ici qui disent mais nous d'abord on n'a pas vu que nos enfants avaient des problèmes, on n'a pas pu s'en occuper comme on voulait parce qu'on était le mari qui bosse, la femme qui bosse et au milieu les autres là qui essayent de s'en sortir. Et il y en a qui ont vraiment eu des enfants qui ont eu de gros problèmes. Et puis ils sont explosés. Moi, je suis pas explosée. Je peux faire tous les sports que je voulais, faire énormément de trucs. Et puis surtout, quand on est rentré après ça du Mexique en France, voir que Sophie était malade, parce que si j'avais bossé, je l'aurais pas vu. C'est compliqué puisque ça correspond, moi, à ce que je vois. C'est les années où on est rentré en France. Hein. Elle est rentrée pour la 3e. C'est vrai que ça lui a demandé un effort, comme elle était assez perfectionniste. Ça lui a demandé un énorme effort, parce que le lycée franco-mexicain de Mexico, hein, on peut pas dire que le niveau soit là. Quand après ça, pour rentrer, tu rentres dans l'un des trucs qui est un des meilleurs établissements de Paris, c'est un peu compliqué. Donc elle a beaucoup travaillé. Elle a vraiment beaucoup travaillé, tout le temps, parce qu'elle voulait être tout le temps dans les premières. De toute façon, il y a un moment, quand ta fille est malade comme ça, tu vas pas chercher la raison. Ce qu'il faut, c'est la sortir au plus vite. Donc voilà, après ce qui l'a sauvé, c'est cette médecin qu'elle a accepté de voir. Bon, le fait est que, voilà, à un moment, ça s'est remis bien, mieux. Mais elle faisait tout, et elle excellait dans tout. Non, Sophie, elle tenait pas en place. Elle détestait lire. Je pense qu'elle a lu dans sa vie qu'un seul livre. On en a parlé là, le jour de la fête des mères, je sais plus ce que c'était. Le seul livre qu'elle ait lu. C'est pour ça que, si tu veux, Sciences Po, mon père, il en a perdu ses 2 bras, là. Il disait, mais c'est pas possible, hein. Comment c'est possible? Donc moi, je l'amène sur une épreuve d'oral. Tout le monde sort, ceux qui étaient convoqués à la même heure qu'elle. Elle sort pas. Et comme Sophie, elle s'évanouissait beaucoup. Elle s'est évanouie au moment du bac, elle s'évanouissait beaucoup. Il y avait toujours ce malaise vagal ou autre. Je dis, mais avec le stress, elle s'est peut-être... Et là, je la vois sortir. Une banane pas possible. Maman, le meilleur moment de ma vie. J'ai adoré cet oral. J'ai adoré. Elle disait comme ça sur le trottoir. Tout le monde la regardait. Je dis, celle-là, elle est folle. J'ai adoré. Le meilleur moment de ma vie. Si ça avait pu encore durer. Les autres, ils regardaient encore plus. Et moi, au fond, je dis, parce que tu sais, je me disais, mais tu as peut-être eu un malaise. Non, mais c'est trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Elle dit, je suis sûre que j'y suis. Elle n'avait même pas encore passé le bac. Hein. Ça, c'était avant le bac. Elle a appris un peu par hasard qu'elles y seront toutes les deux. Donc on dit, elles vont habiter toutes les deux. Donc Sophie était trop contente de retrouver sa super copine. Et puis voilà. Et puis c'était une nouvelle vie. Moi, je m'en faisais pas pour elle, mais j'étais en France. Hein. J'étais en France, donc Poitiers, avec le TGV, c'est pas très loin. Les familles parfaites où tout va bien, tout le monde s'entend, personne n'est malade et c'est le bonheur total. Ça n'existe pas. Chacun fait de son mieux pour aller de l'avant et faire en sorte que il y ait pas de crise, d'être présent. Tu vois, moi le but dans ma vie c'est pas d'être grand-mère. C'est comme ça, chacun vit sa vie. On fait des trucs ensemble. Généralement on part toujours à Noël ensemble. Ça change pas parce que c'est une habitude qu'on avait quand on était à l'étranger. Ça évite les histoires. On va chez les uns, chez les autres. C'est la pire période, c'est là tout le monde s'engueule. Nous, on est toujours en voyage. Comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant que tes enfants sont lancés dans leur vie à eux... c'est le meilleur moment, c'est pour ça que je veux pas être grand-mère maintenant. J'ai hâte de me retrouver avec mon mari, d'être libre, comme on a fait à un moment. Je le rejoins. Le tour du monde en cargo. Tu sais, les bateaux, les gros cargos de marchandises. De faire tous les grands ports, là. Les gros bateaux de CMA CGM ou d'autres, t'as les membres d'équipage sur ces gros porte-containers et il y a toujours des cabines qui sont pour des voyageurs. La plus grosse déception, c'est quand on a quitté la Chine. Bon, parce que l'autre, il est pas fun en fait, Christophe. Hein. Moi, j'avais dit, on a le temps puisqu'on n'a pas nos documents machin, on quitte Shanghai.
On monte sur le bateau qui est notre déménagement. Tu vois ce que je veux dire? Le porte-container, là. On arrive à Veracruz, parce que les affaires étaient... Et puis on arrive à Mexico. Et on fait ça en bateau. J'ai dit, soyons fun. Les enfants, de toute façon, ils ont qu'à refaire un début de leur année. On fait en bateau et on s'installe tranquillement à Mexico. On arrive quand on arrive. Toi, tu prends des fonctions, mais nous, on fait ça. Ça aurait été top. Tu vois autre chose, tu fais les ports, tu vois. Enfin, je sais pas. T'as fait autre chose dans ta vie? Voilà. Ça, c'est mon plus grand regret. J'aurais dû me battre pour ça. Je sais pas comment dire. Moi, je comprends pas pourquoi on dit les mères sont plus attachées à leur fils. Non. Ni plus ni moins. Par contre, j'ai plus de complicité avec Sophie, ça c'est sûr. Mais j'ai plus d'atomes crochus et de sensibilité et de points communs avec Sophie. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te rend le plus fier chez Sophie? À sa volonté. Ça peut se retourner contre elle, mais non, elle est très brillante. Ah ouais, elle est très brillante. J'adore. J'adore quand je fais des trucs rien qu'avec elle. Quand on était à Hong Kong, j'étais partie rien qu'avec elle au Cambodge. Quand elle a passé le bac, on est partis toutes les deux en voiture. On est allé au super hôtel à Cabourg. On a fait toutes les plages du débarquement que je connaissais pas. C'était vachement bien. On était toutes les deux. En fait, c'est super. Le truc le plus sympa, tu vois, c'est si elle me dit j'ai tellement bossé, parce que ça arrive de temps en temps. Et en fait, j'ai pu poser des jours de récup à un. Est-ce que mardi, là, t'es libre? On fait un truc toutes les deux. C'est pas à moi d'aller dire, ma chérie, viens te balader avec ta maman. Ça, c'est con. C'est con, elle a sûrement d'autres trucs à faire. Si elle veut aller au sport, si elle veut dormir, je sais pas. Mais quand elle te dit, on mange ensemble, ou si t'es libre, on fait un truc. Tu vois, ça me fait vachement plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, en vrai, de vrai, c'est quand les enfants, les trois, font des trucs tous les trois ensemble. Qu'ils attendent pas après nous que ce soit les parents qui disent « Allez, venez, on fait un déjeuner, machin », que c'est plaisir à faire des trucs de leur côté, à se retrouver ensemble. Quand ils vont voir des matchs de foot ou un concert ou je sais pas quoi. Moi, j'essaye qu'on fasse des trucs régulièrement avec leur plus un, parce que je sais pas comment il faut dire. Donc, on fait des soirées théâtre. Mais si eux prennent du plaisir à se voir, à faire des trucs ensemble, sans qu'il y ait forcément les parents, moi, j'ai rempli mon rôle. Le reste, je m'en fiche. Même si un jour, elle me parle plus, je m'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que la fratrie continue. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que si jamais nous, on disparaît, que ça pète pas entre eux. Vraiment. Parce que ça, c'est le truc qui fait le plus de mal. Et voilà, après, quoi qu'il se passe, je te dis, entre ses frères et son groupe d'amis, elle est pas toute seule. En fait, ma conception, c'est tu les amènes, tes enfants, le mieux possible sur le chemin pour qu'ils puissent se débrouiller seuls, parce qu'il peut se passer n'importe quoi, d'accord? Et tu n'es pas éternel. Donc, qu'ils s'en sortent le mieux possible, qu'ils aient certaines valeurs, certains trucs. Moi, il y a un truc que n'a jamais marché avec mes 3 enfants, c'est la religion. Ils sont tous baptisés, ils en ont rien à faire. Même à Noël, il a fallu que je me batte pour qu'ils viennent à la messe de Noël. Ok. Donc là, je peux me dire, j'ai pas réussi ce truc-là. Mais je leur en veux pas pour ça. Même si ça me fait un peu de peine. Mais le but du jeu, c'est quand même de te dire, s'ils sont pas là, ils sont quand même livrés avec des amis, ils s'entendent bien, ils travaillent et peuvent faire leur vie. On aurait voulu améliorer ou faire mieux, mais après on fait ce qu'on peut à l'instant T avec ce qu'on a. De toute façon, il n'y a pas de recette. Tu as les mêmes parents, a priori, sauf que c'est jamais le même moment dans la vie, et des enfants qui sont tous différents. Donc, on fait comme on peut. Vous venez d'écouter un épisode de Tout sur ta mère, un podcast produit par Estrella Radio. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager ou à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. On a hâte d'avoir vos retours. Un abrazo!